On a beau sans fruits, on apprend doucement, doucement. On comprend un peu, et puis là ça va vite. Pourquoi ça? Parce que on le tient demi, on met tout en pratique. Le coup pas, c'est l'option rapide. Cool, pas cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de solfège. Le solfège est tout simplement le langage de musique. Lorsqu'on parle de langage, on fait référence à la grammaire et au vocabulaire. Dans cette vidéo, nous aborderons plus les notions de vocabulaire. Sans plus tarder, nous avons ici une partie du clavier d'un piano. Sur le clavier, nous avons des notes blanches et des notes noires. À chaque note est attribué un nom. Lorsqu'on observe de plus près, on peut remarquer que c'est un cycle qui se répète. Vu que nous avons deux notes noires, ensuite trois notes noires, de même, deux notes noires, trois notes noires, ainsi de suite. Mais il faut retenir que lorsqu'on va vers la droite, on va vers les aigus, par contre, lorsqu'on va vers la gauche, on va vers les graves. Comme nom attribué aux notes blanches, nous avons le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si, et le Do à nouveau. Si l'on prend ce Do comme référence, nous avons un Do, plus aigu que le précédent. Pour l'appellation des notes noires, on utilise le nom d'une des notes blanches qui l'entourent, suivi d'un dièse ou d'un bémol. Lorsque la note blanche précède une note noire, on ajoute un dièse au nom de la note, et lorsque la note blanche succède une note noire, on ajoute un bémol au nom de la note. Ici nous avons le Do dièse, ou le Ré bémol, vu que le Do précède, et le Ré succède. Il est valable pour les autres notes. Nous avons Ré dièse, ou Mi bémol, Fa dièse, ou Sol bémol, Sol dièse, ou La bémol, La dièse, ou Si bémol. Nous pouvons remarquer qu'il existe 7 noms de référence pour l'appellation de tout type de son généré par la matière. Nous avons aussi la notation anglophone de chaque note. Le Do qui est égal à la lettre C, le Ré qui est égal à la lettre D, le Mi qui est égal à la lettre E, le Fa qui est égal à la lettre F, le Sol qui est égal à la lettre G, le La qui est égal à la lettre A, et le Si qui est égal à la lettre B. Bien avant, le clavier du piano était représenté juste avec des notes blanches. Il était très difficile de se repérer, mais avec l'arrivée des notes noires, la lecture est devenue plus facile. Malgré que les notes noires n'ont pas le même dimensionnement avec les notes blanches, elles gardent leur positionnement entre les notes blanches, vu que c'est certaines notes blanches qui ont été changées en noir. Donc, la note qui suit le Do n'est pas le Ré, mais le Do dièse. Lorsque l'on se déplace d'une note vers la suivante, on dit qu'on a effectué un demi-ton. Et lorsque l'on se déplace en laissant une note entre les deux, on dit qu'on a effectué un ton. Ou encore, en se déplaçant de deux demi-tons, on effectue un ton. Donc, quand on quitte de Do à Ré, on parle d'un ton. Par contre, quand on quitte de Do à Ré bémol, on parle de demi-ton. Dans l'intervalle d'un ton, nous avons 9 unités équivalentes, appelées commas. C'est-à-dire, un ton se divise en 9 parties, donc l'unité est appelée le comma. Ce qui implique que, de Do à Ré, on a 9 commas. Nous avons vu précédemment qu'un ton est la somme de deux demi-tons. Vu que 9 est un chiffre impair, nous avons le demi-ton chromatique, qui est composé de 5 commas, et le demi-ton diatonique, qui est composé de 4 commas. Il est difficile de distinguer cette infime différence de 1 comma. Sauf pour les oreilles très sensibles. Mais il existe, et nous permet de comprendre pourquoi nous avons le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique. En lecture, le discernement d'un demi-ton chromatique et d'un demi-ton diatonique est très simple. Le demi-ton chromatique est placé entre deux notes de même nom.
Par contre, le demi-ton diatonique est placé entre deux notes de nom différents. La portée est une série de 5 lignes horizontales et parallèles qui portent la notation musicale. Du bas vers le haut, on quitte des graves vers les aigus. Et du haut vers le bas, on quitte des aigus vers les graves. La clé est le signe que l'on place au début des portées, pour déterminer si l'on est dans la partie grave ou la partie aiguë d'une œuvre musicale. Nous avons la clé de Fa, pour représenter la partie grave, la clé d'Ut, ou clé de Do, pour représenter la partie médium, et la clé de Sol, pour représenter la partie aiguë. Pour se repérer, lorsque l'on est face à la clé de Fa sur une portée, la note de Fa peut se placer sur la 3e ligne, ou la 4e ligne. Face à la clé d'Ut, le Do peut se placer sur la 1re, la 2e, la 3e, ou la 4e ligne. Face à la clé de Sol, le Sol peut se placer sur la 2e ligne. Grâce à ce repérage, on peut déduire les notes qui suivent, ou qui précèdent. Ici sur la clé de Fa, nous avons le Fa sur la 4e ligne, sur la clé de Sol, nous avons le Sol sur la 2e ligne, et sur la clé d'Ut, nous avons le Do sur la 1re ligne. Les mesures, ce sont des lignes verticales aux portées, permettant de diviser la portée en séries de parties d'égale durée, et de donner vie au rythme, sur une œuvre musicale. Les figures de notes permettent de déterminer pendant combien de temps une note sera en activité durant l'exécution d'une œuvre musicale. Nous avons la ronde, qui est représentée par un cercle ovale. La blanche qui est une ronde, avec une hampe, sur le côté droite. La noire, qui est une blanche, mais avec le cercle bourré. La croche, qui est une noire, avec un crochet sur la hampe. La double croche, qui est une noire, avec 2 crochets sur la hampe. La triple croche, qui est une noire, avec 3 crochets sur la hampe, et la quadruple croche, qui est une noire, avec 4 crochets sur la hampe. De plus, nous avons une ronde qui vaut 2 blanches, une blanche qui vaut 2 noires, une noire qui vaut 2 croches, une croche qui vaut 2 doubles croches, une double croche qui vaut 2 triples croches, et une triple croche qui vaut 2 quadruples croches. On peut déduire ceci. Parfois, nous avons des notes à l'extérieur de la portée. C'est dû au fait que chaque élément musical a une tessiture propre à lui. Et on ne peut pas représenter toutes les lignes d'une portée pour chaque élément. C'est pourquoi conventionnellement, nous avons 5 lignes, pour simplifier la lecture. Le point de rallongement est le petit point que vous allez rencontrer devant une figure de note. Ce petit point rallonge la valeur de cette note d'un demi. C'est-à-dire, si nous avons une croche pointée, elle est égale à la durée d'une croche, plus une double croche. De même, si on a une blanche pointée, elle vaut une blanche plus une noire. Ou encore, la durée de 3 noirs. Notez que le point de rallongement sert à rallonger la note d'un demi. Toute cette équivalence permet juste de déterminer la durée qu'elle va occuper dans une mesure. Les silences permettent d'effectuer des repos et de donner du rythme durant l'exécution d'une œuvre musicale. Nous avons la pause, qui est équivaut à une ronde. La demi-pause, qui est équivaut à une blanche. Le soupir, qui est équivaut à une noire. Le demi-soupir, qui est équivaut à une croche. Le quart de soupir, qui est équivaut à une double croche. Le 8e de soupir, qui est équivaut à une triple croche, et le 16e de soupir, qui est équivaut à une quadruple croche.
La signature rythmique, aussi appelée le temps, est la fraction qui se place devant une clé. Elle donne un sens aux mesures et permet de déterminer le nombre de fois qu'une figure de note peut être exécutée par mesure. Nous avons le numérateur, qui est le nombre de temps. Il détermine le nombre de fois pouvant être joué par mesure la note prise comme référence. Le dénominateur, qui est la durée, par unité de temps. Il est la figure de note prise comme référence. Je m'explique. Vu que la ronde est la plus grande parmi les figures de notes, nous avons la ronde, qui est égale à 2 blanches, aussi, égale à 4 noires, de même, égale à 8 croches, et ainsi de suite. Ces chiffres attribués permettent de déterminer la durée, par unité de temps. Donc si on est en 2-4, on aura 2 noirs par mesure. Si on est en 3-4, on aura 3 noirs par mesure. Si on est en 6-8, on aura 6 croches par mesure. Lorsque nous sommes en 4-4, on peut le remplacer par la lettre C. Le tempo est défini comme la vitesse moyenne d'exécution d'une œuvre musicale. Permet de déterminer le nombre de notes qui peuvent être jouées par minute. Ici nous avons 80 noirs par minute, 132 noirs par minute, ou encore 72 noirs par minute. Tout dépend du compositeur. Vous pouvez remarquer qu'il se place au-dessus et au début de la portée. Le métronome est un appareil permettant de donner vie au tempo. Il sera chargé de générer des sons, tic et tac, pour marquer les battements dans chaque mesure. Si nous sommes face à un tempo de 72, nous aurons 72 battements venant du métronome chaque minute. Nous avons la tige graduée, le contrepoids et l'échelle des tempos. Le contrepoids sera calé sur une valeur qui est indiquée sur l'échelle des tempos. La liaison est un trait courbé unissant deux figures de notes de même hauteur. Elle indique qu'il faut jouer un seul son dont la durée est égale à la somme des durées des figures liées. La note liée sera jouée sans être relâchée jusqu'à l'exécution du temps estimé pour la deuxième note liée. Retenez que c'est le rallongement d'une note étendu sur plusieurs mesures. Les altérations. Précédemment, nous avons vu comment on attribue les noms aux notes noires. Les altérations permettent de représenter les notes noires dans une partition. On utilise le bémol ou le dièse. Elles sont placées devant les figures de notes. Il existe plusieurs types d'altérations. L'altération ponctuelle, qui altère juste la note affectée. L'altération accidentelle, qui altère la note affectée et celle qui la suit. Lorsqu'une note est altérée, si la note qui la suit est de même hauteur, elle est aussi altérée. Nous avons aussi l'annulation d'altération, qui permet de pallier au problème d'altération accidentelle. On utilise le bécard. Ce symbole va permettre d'annuler tout type d'altération sur la note. En musique, lorsqu'on parle d'intervalle, on indique la distance entre deux notes choisies. Donc l'une des notes est la référence et l'autre note est multiple de la référence. Si on prend comme référence la note de Do, nous avons de Do à Do, qui est l'unisson.
de Do à Ré, la seconde, de Do à Mi, la tierce, de Do à Fa, la quarte, de Do à Sol, la quinte, de Do à la sixte, de Do à Si, la septième, et de Do à Do qui suit, l'octave. Donc, on parle d'octave lorsque l'on tombe sur la tonique qui suit ou qui précède. L'armature de la clé, aussi appelée armure de la clé, est une altération de toute clé dans une œuvre musicale. La clé peut être altérée avec un seul symbole ou avec plusieurs. Ceci n'est pas un décor, car le nombre de symboles utilisés permet de déterminer quelle note sera altérée dans la portée. L'armature permet également de déterminer dans quelle gamme on doit jouer. La gamme, c'est un ensemble de notes pouvant être jouées pour harmoniser la tonique. La tonique est la première note d'une gamme. Il existe plusieurs gammes. Sans vouloir nous frustrer, nous allons utiliser la gamme diatonique majeure pour comprendre la naissance de l'armature. Conventionnellement, la gamme majeure est caractérisée par 2 tons, un demi-ton, et 3 tons, un demi-ton. Plus précisément, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Si on veut établir la gamme de Do majeur, on aura Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Si on veut déduire la gamme de la majeure, on aura La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse et La. C'est pourquoi, vous pouvez voir 3 dièses sur la clé pour déterminer la gamme de la majeure et les notes qui seront altérées dans la portée. Vous pouvez déduire les autres armatures grâce au processus pour déterminer la gamme majeure. L'accentuation est un ensemble de couleurs générées dans une œuvre musicale. Nous avons les temps forts et les temps faibles. Lorsqu'on parle de temps fort, on fait référence à plus d'intensité. Par contre, lorsqu'on parle de temps faible, on fait référence à moins d'intensité. Les temps forts sont le plus utilisés au début des mesures, pour donner l'impulsion ou l'élan à la mesure. Par contre, les temps faibles sont utilisés après le début d'une mesure. Nous avons aussi le demi-temps fort, avec une intensité moyennement forte. Il permet d'ajouter la naturalité au cours de l'exécution d'une œuvre musicale. Cette notion de temps fort, de temps faible et de demi-temps fort n'est pas représentée sur les portées. Mais il reste dans le ressenti du niveau d'intensité. En contrepartie, le contretemps est un silence au début d'une mesure. Nous avons aussi une liaison de plusieurs notes de hauteurs différentes. À ne pas confondre avec la liaison qui permet d'allonger la note. Cette liaison permet de jouer les notes liées sans avoir d'infime détachement entre les notes. Parfois, on trouve des points placés au-dessus ou en dessous des notes. À ne pas confondre avec le point de rallongement qui augmente la note d'un demi. Ce point qui est sur la tête des figures de notes indique de jouer les notes détachées. La syncope est la liaison entre un temps faible vers un temps fort. Il permet de casser le rythme. L'accord, c'est une suite verticale de plus de 2 notes qui sont exécutées simultanément. L'arpège, il indique que toutes les notes qui composent l'accord doivent être jouées successivement et rapidement. Le crescendo, qui indique qu'il faut exécuter les mesures affectées tout en augmentant l'intensité progressivement. Le décrescendo,
qui indique qu'il faut exécuter les mesures affectées, tout en diminuant l'intensité progressivement. Nous avons des lettres, que l'on met en dessous des notes. Le P, pour piano. Il signifie que l'intensité doit être faible. Le MF, pour mezzo fort. Il signifie que l'intensité doit être moyennement fort. Le F, pour fort. Il signifie que l'intensité doit être fort. Le triolet, c'est un groupe de 3 notes, accompagné du chiffre 3, qui occupe la valeur de 2 notes, dans une mesure. L'exécution du triolet consiste à insérer non plus 2 notes, mais 3 notes dans un même intervalle de temps. La double barre, qui indique la fin de l'œuvre musicale. Le point de reprise, caractérisé avec 2 points devant la double barre. Il indique que les notes qui ont été jouées avant d'arriver au point de reprise doivent être répétées. Nous avons le point de reprise inversé, caractérisé avec 2 points après la double barre. Il indique le début de la partie qui doit être repris. Parfois, lors de la reprise d'une partie d'œuvre musicale, on veut changer une mesure. On indique avec les crochets au-dessus des mesures. Au-dessus des crochets, on insère le chiffre 1 pour la mesure qui sera dans la première lecture et le chiffre 2 pour la mesure qui sera dans la deuxième lecture. Lorsqu'on reprend la lecture, arrivé sur la mesure avec le crochet 1, on la laisse pour exécuter la mesure avec le crochet 2. Da capo, abrégé DC, indique de reprendre au début de la partition jusqu'à la fin. Le signe renvoi, qui est un S incliné, suivi d'une barre oblique, passant au milieu de S, avec un point sur chaque côté. Il permet de reprendre les mesures, qui sont entre les deux signes. Le point d'orgue, qui est ce signe, qu'on place au-dessus d'une figure de note. Il permet de rallonger la note par l'instrumentiste, tout en annulant la signature rythmique, pour permettre aux notes de s'intégrer dans la mesure. Le point d'arrêt, qui est ce même signe, placé au-dessus d'un silence. Il permet de rallonger le silence par l'instrumentiste, tout en annulant la signature rythmique, pour permettre aux notes de s'intégrer dans la mesure. Pour représenter une mesure qui n'a pas de note, on utilise la pause. Peu importe sa signature rythmique. Lorsque ces deux mesures qui n'ont pas de note, on remplit l'interligne d'un carré, et on indique le chiffre 2 au-dessus de la portée. Lorsque ces 4 mesures qui n'ont pas de note, on remplit 2 interlignes, et on indique le chiffre 4 au-dessus de la portée. Lorsque ces 10 mesures qui n'ont pas de note, on trace un segment de droite sur la 3e ligne, et on indique le chiffre 10 au-dessus de la portée. Nous pouvons remarquer que sur ce morceau d'œuvre musicale, nous sommes à la signature rythmique 2-4. Par contre, nous n'avons que 2 croches sur la première mesure. Nous allons juste retenir que si on débute avec un silence sur une portée, le silence n'est pas représenté au début de la mesure. Cette mesure incomplète est appelée anacrose. Cette vidéo était juste pour vous faire part de quelques divers éléments qui entrent dans le solfège. Jusqu'ici, nous avons vu juste les notions de vocabulaire. Bon, si ça vous fascine, trouvez-vous un professeur. Moi, ça ne me fascine pas. À bientôt.